Voilà, bonjour à tous. Voilà, bienvenue dans cet amphithéâtre récemment renommé Florence Artaud. Donc on reste dans le thème du maritime. Voilà, on voulait, avec le comité d'organisation, vous proposer cette table ronde autour d'une démarche un peu réflexive, un peu critique sur les méthodes, nos méthodes de recherche en GRH et autour de la parole des salariés. Ce qui m'a donné envie d'organiser cette table ronde, c'est d'abord les travaux sous la direction de Jean-Marie Peretti, des travaux qui ont été menés par Alice Leflanchec, Jacques Rogeau et Astrid Mullen. Voilà, c'est ça. Merci Florence. Autour justement des échantillons qui étaient retenus dans les travaux publiés et qui montrent qu'on n'interroge jamais ce qu'on appelle aussi les invisibles, hein, donc l'invisibilité d'une partie des salariés, et que néanmoins on parle d'eux, c'est-à-dire que c'est notre objet de recherche principal, mais il y a toute une partie des gens qui sont absolument absents de nos terrains de recherche, hein, et on fait parler d'autres personnes à leur place. Donc on va même aller jusqu'à parler de la ventriloquie, hein, vraiment, de parler en son nom. On peut peut-être s'interroger là-dessus. Et nous avons cherché à faire venir donc des témoins. Donc Marie-Ève et Franca qui sont là ont accepté de le faire, mais on s'est aperçu que c'était extrêmement difficile. Notre idée première avec Lionel, c'était de faire venir vraiment des ouvriers de la métallurgie, des agents de production de l'agroalimentaire, et nous avons essuyé refus sur refus, et là ça a commencé à nous inquiéter, à nous questionner fortement sur le fait que ces personnes invisibles et finalement pour lequel on travaille, puisqu'on vise à infléchir les pratiques RH, on parle de la RSE, etc. Et en fait, on produirait peut-être, ça va être un peu dans la provocation ce matin, bien sûr, c'est se dire, on veut produire et faire évoluer des pratiques pour les salariés, mais finalement, les salariés, en vérité, on ne s'en occupe pas vraiment. Voilà, c'est un peu le propos général. Alors, 3 objectifs. D'abord, je viens de le dire, un espace de réflexion éthique qui semble absolument indispensable et qui se passe régulièrement à la GRH. Et je voulais aussi vous parler, puisque nous sommes aussi dans une vision autour du développement durable, hein, à la suite de ce que nous a dit Paul Tréguer hier. Notre approche aussi de la recherche doit être infléchie pour permettre cette fameuse grande transition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire du business as usual, mais pas non plus de la recherche as usual, et il faut peut-être revisiter tout ça. Et puis aussi se demander quels sont... Parce que en fait, j'ai en face de moi des gens extrêmement chevronnés, extrêmement, évidemment, des chercheurs très avertis, très expérimentés. Et finalement, il y a un moment donné où les pratiques deviennent aussi routinières et que peut-être, de temps en temps, il faut refaire de l'ingénierie base zéro. Voilà. Alors cette approche du labo, juste un mot, je vais aller très très vite. C'est une association, le laboratoire 1.5. C'est une association qui promeut une recherche un peu différente. D'abord inter- et transdisciplinaire. Et là aujourd'hui, nous, on est dans l'entre-soi, quoi, dans la pensée collective. J'espère pas une pensée de groupe, mais une pensée collective en tout cas. Le fait aussi qu'elle doit être participative, collaborative, et c'est important aussi justement qu'on associe des salariés, des chefs d'entreprise, des associations, des animateurs de territoire, etc. C'est aussi mais ça c'est déjà le cas, c'est-à-dire on est déjà complètement dans les clous sur l'approche solution et le lien avec la prise de décision, et là on est aussi plutôt bien, je pense. Avec des mots-clés, c'est-à-dire le fait d'associer l'écologie et le système social, hein, le fait aussi d'admettre d'emblée que c'est complexe, c'est systémique et que c'est dynamique, qu'il y a un apprentissage en même temps qu'on fait de la recherche, qu'il faut de la confiance et qu'on part sur du long terme et pas uniquement, on en parlait hier, dans le
le track autour, enfin le symposium autour des compétences, on n'est pas là pour réfléchir aux compétences pertinentes à court terme pour satisfaire les employeurs. Voilà. Donc objectif pour nous, dans cet environnement turbulent, essayer de transférer. Alors pour ça, je me suis entourée, oui, il n'y a que des femmes, hein, je vous le dis évidemment. Je me suis entourée donc de 2 chercheuses et de 2 salariés auxquels je vais donner la parole tout de suite. Donc pour commencer, c'est Marie-Ève. Ouais, tu prends parce que ça, on n'entend pas très bien ici. Ok, c'est bon. Bonjour à tous. Alors je suis Marie-Ève Budna et je vais parler en tant qu'ancienne technicienne géologue. J'ai travaillé 8 ans pour l'industrie minière d'un groupe minier français en Nouvelle-Calédonie. Voilà, après ces 8 années, j'ai démissionné pour pouvoir entreprendre des études en anthropologie des sciences, un peu les Science Studies, à l'EHESS de Paris, pardon. Oui, juste avant Marie-Ève, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que ce matin, la première chose que Franca et Marie-Ève m'ont dit, c'est qu'elles étaient très stressées de parler à des chercheurs. Hein. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous aviez cette réticence ? Déjà, c'est parce que moi je sais en tout cas que je m'adresse à des chercheurs renommés pour certains, des pontes. Enfin, c'est assez impressionnant en fait le décalage entre moi qui parle en tant qu'ancienne salariée et vous qui êtes plutôt des académiciens, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Marie-Ève, on est des êtres humains. Oui. Avec des soucis différents. D'accord. Bonjour à tous, voilà, je me présente, je suis Franca Blucher. Ça fait 6 ans maintenant que je travaille dans une association. J'ai eu diverses expériences professionnelles, que ce soit dans le commerce. J'ai aussi cueilli des fraises à Plougastel. Voilà. Donc voilà, mon expérience est assez variée. J'ai eu aussi l'occasion d'être un petit peu militaire lors de mes expériences professionnelles. Alors moi, mes réticences, oui, je suis encore stressée, je l'avoue. J'espère, voilà, de manière fidèle pouvoir exprimer, voilà, en tout cas, ce que je pense ce matin. Mes réticences, oui, ont été, voilà, ça rejoint en fait ce que Marie-Ève dit, être en face de personnes qui ont un potentiel qui pour moi est inimaginable puisque je n'ai pas fait de grandes études. Et la peur aussi, quelquefois, d'être face à du vocabulaire que je n'aurais pas pu comprendre. Voilà. En gros. Bonjour, donc je suis Soise Jolivet. J'ai fait toute ma carrière dans le milieu associatif culturel puisque j'étais professeure de danse contemporaine diplômée d'État. Et quand j'ai arrêté de danser en 2014, j'avais un master d'ethnologie de la danse. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ce master ? Parce que donc j'ai arrêté de danser à la suite d'un licenciement. Comme on est dans le monde du travail, la recherche sur le travail, donc c'était important que je le dise. Et c'est comme ça que j'ai commencé une thèse de doctorat en sociologie pour comprendre ce qui m'était arrivé. Et donc je travaille sur les friches culturelles, tiers-lieux, squat, voilà, les lieux alternatifs, sur la gouvernance des collectifs, donc essentiellement à partir des axes comme la créativité de l'agir individuel et collectif, mais aussi l'économie du commun. Et j'ai accepté l'invitation parce que donc ce qui m'intéressait, c'était de confronter les mécanismes que j'avais pu observer dans ce champ culturel, de les confronter au monde du travail, voilà. Et donc, la raison aussi pour laquelle j'ai été invitée, c'est parce que je travaille à partir de la théorisation ancrée. Donc, c'est une démarche qui n'est pas académique, hein, puisqu'on n'écrit pas un seul mot avant d'aller sur le terrain, et que la première étape commence par une observation participante.
Alors c'est un mot qui est un petit peu à la mode, tout le monde parle d'observation participante, en fait il y a beaucoup de réalité derrière cette appellation, et donc j'ai saisi l'occasion pour parler de ma méthode, et parce que pour moi la méthode c'est pas une simple technique, c'est vraiment la recherche dans toute sa dimension. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Anne Joyot. Je suis maître de conférence en gestion des ressources humaines à l'IGR IAE de Rennes. Et donc, je vais parler ici plutôt au nom de la chaire Vivre Ensemble, dont je suis co-titulaire. Donc, c'est une chaire qui a été créée à Rennes, une chaire de la Fondation de Rennes, qui réunit des juristes et des gestionnaires, donc interdisciplinaires. Il y a une partie qui est ici des membres de la chaire. Et on a peut-être une méthode qui est un peu différente des autres pratiques de recherche que moi je peux faire aussi par ailleurs, notamment en travaillant beaucoup avec les entreprises qui sont partenaires de la chaire, à la fois sur les thématiques que l'on choisit, sur les méthodologies aussi que l'on choisit. Et je pense que Marie-Noëlle m'a proposé d'être là ce matin, surtout parce qu'on a réalisé une étude en 2019-2020, justement sur la parole des salariés, et en particulier, les salariés qu'on voulait entendre, c'était les salariés peu ou pas qualifiés. Plus exactement, les salariés qui exercent des emplois de premier niveau de qualification dans les organisations. Donc on a mené une étude assez importante, on a rencontré une 50aine de salariés sur leur perception du vivre ensemble. Donc déjà, je pense que j'aurai peut-être au cours de cette table ronde l'occasion de parler de cette étude, comment on a procédé, les difficultés aussi qu'on a pu rencontrer peut-être, pourquoi on a choisi aussi d'interroger ces salariés-là, ce qu'on va faire maintenant, parce qu'on va faire une suite à cette étude, et puis comment on travaille globalement au sein de la chaire avec les entreprises, avec un partage vraiment d'expériences entre nous, chercheurs, et les entreprises, un partage des résultats, une volonté vraiment d'être très opérationnel, de faire des fiches synthétiques qui parlent aux entreprises, alors que nos études, souvent un peu longues, elles sont trop longues pour les entreprises. Voilà, différentes choses qu'on essaie de faire pour être vraiment opérationnel à l'issue de nos études que l'on peut faire dans le cadre de la chaire. Voilà. Merci à toutes les quatre. Alors, la première question, elle sera pour les salariés qui sont là. Je voulais les interroger sur la vision qu'elles ont des pratiques RH qui émanent finalement de vos travaux, de nos travaux. Voilà. Est-ce que, la première question, c'est la pertinence, c'est-à-dire est-ce que ça sert? Est-ce qu'on a une utilité sociale? On parlait hier sur le sens du travail. Ben là, interrogeons-nous déjà sur le sens de notre propre travail. Est-ce que notre propre travail a un sens? Et je vais pour ça questionner Marie-Ève et Franca sur leur rencontre avec, par exemple, le service RH. Quelle perception elles ont pu avoir dans leurs expériences en tant que salariés? Donc même si aujourd'hui elles ont pris un peu de recul avec tout ça. Voilà, est-ce que c'est également sur les thèmes, par exemple, les mots que nous allons utiliser, justement le sens du travail, le talent, comment ça résonne en fait chez un salarié? Alors moi, ce que je pourrais dire en tout cas de la relation que j'ai pu avoir avec les services RH, il faut savoir aujourd'hui, nous n'avons pas de service RH. Le service administratif répond à nos questions RH, voilà, ou va chercher en tout cas les éléments. Mais nous n'avons pas de service RH. Pour moi, ça a toujours été plutôt lié à ce qui est administratif. Voilà, si on a besoin de savoir au niveau des congés comment on est, au niveau, voilà, on a un arrêt maladie à déposer, où est-ce que c'est. Mais par contre, c'est vrai que toute la partie que vous venez de citer, par exemple, gestion de talent, ça, pour nous, salariés, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, parce que si je venais à reprendre mon expérience aux fraises, mon interrogation de me dire est-ce que cueillir une fraise est un talent, même s'il faut de la compétence pour pouvoir bien le faire. Ben voilà, du coup, c'est la notion de talent qui, pour moi, là, me paraît floue, en tout cas à mon niveau de salarié, au jour d'aujourd'hui, si je peux. Et pour ma part, en tant que technicienne, c'est vrai que mes rencontres avec le service RH, ça s'est fait, en 8 ans, ça s'est fait quelques fois, on va dire à l'embauche.
lors de la démission, évidemment. Et sinon, les rapports avec l'ARH étaient plutôt, même si j'étais pas directement concernée, en tout cas c'était un climat dans lequel j'étais, c'était plutôt conflictuel. C'est-à-dire que c'était l'occasion de rencontres avec des syndicats, il fallait négocier des horaires de travail, voilà, et c'était lors des entretiens annuels aussi, indirectement, on pouvait être face à des personnes des ressources humaines. Mais voilà, la notion de talent aussi, comme Franca l'évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose de très abstrait qui est venu assez tardivement, peut-être parce qu'on a un retard aussi en Nouvelle-Calédonie, mais je dirais que c'était ma 8e année qu'on commençait à parler de talent, mais c'est pas quelque chose qui... c'est assez déconnecté de la réalité, disons que en parlant de talent aussi, on efface finalement l'individu et sa personnalité et aussi sa place finalement dans sa place, comment dire, oui, sa place au sein de l'organisation, au sein d'un service, au sein d'une direction. Je trouvais que ça nivelait un petit peu trop les salariés entre eux, quoi. Voilà. Merci. Et justement, au niveau vous parliez des entretiens professionnels. Alors, ce que vous dites, c'est pas du tout anecdotique parce que j'ai quand même été vérifiée. J'ai vu pas mal de travaux d'enquête qui ont été faits sur la perception des salariés des services RH. Et il ressort quand même de toutes ces enquêtes qui ont vraiment mené, même au niveau international, que les salariés nous disent que la fonction RH, c'est une grande absente, c'est-à-dire qu'elle produit énormément de process, elle produit du discours, mais au fond, la perception qu'ont les salariés, je pense que c'est 2 témoignages, mais peut-être que vous, dans vos travaux aussi, si tu veux compléter, Anne ou Soise, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a quand même cette idée que ça reste du discours, ça reste des process, mais que finalement, c'est pas forcément perçu par les salariés, en tout cas à des bas niveaux de qualification. Donc ça voudrait dire que globalement, nos travaux de recherche, si on reprend mes propos du début, ont comme terrain principalement l'encadrement, les managers ou les dirigeants, et que notre discours, il est perçu par les managers et les dirigeants, et que globalement, toute cette partie, mais qui représente la majorité des salariés, elle est un petit peu en marge. Voilà. Oui, Soise. Alors, j'ai peut-être un petit élément en tant qu'observatrice, c'est le vocabulaire aussi qu'on utilise et qui peut être exclusif. Parce que là déjà on l'a utilisé, donc j'entends parler par exemple de basse qualification. Or c'est un terme qui est quand même assez controversé. On l'utilise donc pour du personnel en général peu rémunéré, à rémunération faible, mais pour moi ça ne veut pas dire qu'ils soient faiblement qualifiés, quel que soit le métier qu'ils font d'ailleurs, parce que par exemple si on prend la hiérarchie, la nomenclature donc PCS, donc ça va être par exemple les agents de service qui seront tout en bas de l'échelle. Moi qui ne suis pas la reine du ménage, je trouve qu'un agent de service affecté au nettoyage des surfaces, comme on dit, est très qualifié. Donc voilà, je le dis aussi sur le ton de la provoque, évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tout à l'heure, tu l'as dit, on reproduit aussi des schémas contre lesquels on est censé lutter. Et le vocabulaire qu'on utilise peut être un vecteur de... Alors, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que nous n'interrogeons pas les ouvriers et les employés ? Alors, évidemment, la réponse, je crois que c'est Olivier qui me l'a donnée de Bordeaux. Donc, c'est aussi que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps et puis il y a un problème d'accès à ces salariés qui n'est pas si simple que ça. Mais c'est aussi globalement la place, peut-être on pourrait se dire que c'est pas très grave de ne pas les rencontrer parce que nous on est dans la connaissance savante
Et donc les salariés, ils ont un discours qui est de la connaissance. Ces pratiques que Soise évoque à l'instant sur la pratique d'un agent de service, hein, c'est une connaissance, on va dire, qui pourrait être qualifiée d'ordinaire. Donc cette vision qui vise un peu à regarder les gens comme indifférenciés, c'est-à-dire notre tentative de dire les salariés sont des talents, c'est une espèce de groupe indifférencié, et donc c'est aussi, est-ce que c'est pas, et là je m'adresse vraiment peut-être plus à Anne et puis à Soise en tant que chercheuse, est-ce que c'est pas dire finalement les données de contexte, parce que c'est aussi ça, la différence de compétences, les différences de compétences, les différences d'âge, les différences de métier, les différences aussi de situation conjugale, le nombre d'enfants, enfin tout ce qui fait l'individu finalement. Nous, dans nos méthodes, par exemple, quand on extrait le discours et qu'on fait tourner des logiciels pour faire de l'analyse de discours, on exclut toute cette dimension de contexte. Et est-ce que, d'après vous, Anne et Soise, est-ce qu'on ne passe pas à côté de l'essentiel ? Alors justement, nous, c'est peut-être pour... quand la chaire a été mise en place en 2018-2019, le terme « vivre ensemble », c'était une idée du président de l'Université de Rennes, et on s'est dit avec les entreprises partenaires, peut-être que le point de démarrage et l'essentiel, justement, c'est de savoir de quoi on parle. Et c'était pas de savoir ce que nous, en tant que chercheurs, on trouvait comme étant important dans le vivre ensemble, ni même comme ce que les DRH pensaient. Alors, dans nos entreprises partenaires, dans notre comité de pilotage, c'est pas uniquement des RH. C'est des représentants de l'entreprise, mais c'est pas forcément que des gens de service RH. Il y en a, mais c'est pas que ça. Et on s'est dit que l'essentiel, c'était de savoir ce que les salariés, justement... Alors, comment on les appelle ? C'est assez compliqué, hein. On a beaucoup réfléchi au sein de la chaire sur comment les nommer. Et donc, on s'est dit que c'est des salariés qu'on n'entend jamais, qu'on n'écoute pas. C'est aussi à l'époque des Gilets jaunes, quand on a lancé cette étude. Et on s'est dit, on va aller leur demander, finalement, l'essentiel, c'est savoir ce qui est pour eux le vivre ensemble. Et quels éléments tangibles ils pouvaient mettre derrière. Donc, ils nous ont dit des choses très simples, on en parlait ce matin avec certains, mais des choses très simples qui paraissent pas révolutionnaires, le respect, la reconnaissance. Mais par contre, ce que nous, on a pu mettre en avant à travers leurs propos, c'est vraiment ce qui est important pour nous, c'est que c'est eux qui l'ont dit. Et c'était ça qui faisait vraiment, on voulait pas lisser justement. Alors comment on les appelait ? C'était des salariés, on voulait vraiment rencontrer des gens qui exercent des emplois vraiment de premier niveau de qualification dans les entreprises et en bas de la hiérarchie. On ne peut pas nommer ça dans une étude, hein, la perception du vivre ensemble par les salariés occupant des emplois de premier niveau de qualification, ça ne collait pas. Donc on a effectivement, nous, donné aussi ce titre de salarié peu ou pas qualifié, que je ne trouve pas forcément du tout... la qualification, ça représente quelque chose de très concret. Donc c'est factuel. Il y a des gens dans notre étude qui n'ont aucun diplôme, qui ne sont pas qualifiés. C'est 30% de notre étude. Il y en a qui ont un BEP, un brevet des collèges. Ça reste déjà un diplôme, c'est une première qualification. Mais finalement, c'est pas si embêtant de dire peu ou pas qualifié. Je trouve pas ça du tout ni méprisant ni stigmatisant. Ils font des choses extrêmement intéressantes. Et on a bien vu aussi à l'époque du Covid et même voilà qui sont essentiels ces salariés, ceux qui ramassent nos poubelles, tout ça, c'est eux qu'on continue à travailler. On avait besoin d'eux, les caissières aussi. Donc en fait, moi j'ai pas de problème avec le fait de les nommer comme ça. En plus, dans notre population, on pouvait très bien avoir des gens qualifiés aussi. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'était qu'ils étaient sur des emplois de premier niveau de qualification. On a interrogé quelques salariés, caissières ou autres, qui étaient des étudiantes, donc en fait qualifiées. Mais c'est pas ça qui nous intéressait, qu'ils aient un diplôme ou qu'ils en aient pas. C'était qu'ils exercent ces emplois-là et le fait qu'ils soient jamais écoutés. Donc du coup, après, on s'est dit qui on va interroger. Et avec les entreprises, on a réfléchi. On voulait pas forcément des salariés des entreprises partenaires parce qu'on s'est dit que si c'était eux qu'on interrogeait, il y avait déjà un biais. Si ces entreprises-là sont sur la chaire Vivre Ensemble, c'est que déjà, on est dans des entreprises qui ont quand même une certaine sensibilité à ces questions-là. Et donc, on s'est dit, on va aller chercher d'autres entreprises. Et on a voulu vraiment être le plus large et le plus diversifié possible,
Alors du coup, on n'a pas contextualisé parce qu'on n'est pas dans une approche ethnographique. On a voulu rencontrer des salariés de tous secteurs d'activité, de tous âges. Mais alors on a vraiment essayé de faire les choses de manière très carrée, des entreprises avec service RH ou sans service RH, en se disant que justement, forcément, leur perception n'allait peut-être pas être la même, parce que les modes de reconnaissance, les entreprises, on va parler de gestion des compétences ou de talent, et puis d'autres pas. Donc on voulait toute taille d'entreprise, tout secteur, hommes, femmes, tous âges. Enfin voilà, on a vraiment essayé de diversifier ces critères-là pour avoir un panel le plus large possible et le plus représentatif de cette population. Donc, qui était effectivement pour nous la base pour commencer des travaux sur le vivre ensemble. Et après, on s'empare de ce qu'ils nous ont dit pour dire maintenant, il faut que les entreprises se saisissent de ça pour répondre aux attentes des salariés. Donc on est vraiment, là, nous on a vraiment trouvé au sein de la chaire, collectivement, que c'était le cœur, c'était vraiment l'essentiel qu'il fallait d'abord étudier et analyser. Du coup, juste par exemple, pour revenir sur la qualification, moi je fais un distinguo entre la qualification et les diplômes. C'est pas tout à fait la même chose pour nous, pour moi. Je veux revenir, parce que tu as évoqué le mouvement des Gilets jaunes. La question qui nous est posée ce matin, pourquoi nous n'allons... Enfin, nous, je me mets dedans, alors que je ne le fais pas, mais bon. Pourquoi nous n'allons pas rechercher la parole des salariés, donc faiblement rémunérés donc c'est plutôt, voilà, c'est pas pourquoi on ne les entend pas, mais c'est pourquoi nous n'allons pas chercher cette parole. Et il y a justement, avec l'événement des Gilets jaunes, il y a toute une population, une partie de la population française qui l'a dit clairement qu'ils ne se sentaient plus entendus, écoutés par les pouvoirs publics. Il y a ce très beau texte d'Edgar Morin du 24 décembre, il me semble, 2018, où il disait que les Gilets jaunes étaient invisibles. Moi, je dirais plutôt que une partie de la population française est dans un processus d'invisibilisation. Si on y prend garde, en effet, c'est une cocotte, enfin une bombe à retardement. Et qu'en fait, le monde de l'entreprise, ce n'est qu'un reflet de la société. Et donc, s'il y a ce mal-être pour une partie des salariés qu'on n'entend pas, à qui on va pas les chercher leur parole, on leur donne pas la place d'être écoutés, c'est aussi ce qui se passe dans notre société. Oui. Et pour rebondir aussi, c'est dans les pratiques, dans les process RH, comme la question des entretiens professionnels, c'est-à-dire que la plupart des salariés, et on le voit bien, nous ici, alors moi je suis directrice d'un IAE, donc je suis directement concernée par cette question des entretiens professionnels. Qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire que là, c'est le moment où les gens vont s'exprimer, vont dire des choses, mais quel usage est fait de cette parole? Et en fait, le problème, c'est que on ne les entend pas. En fait, on va les écouter à un moment, mais cette parole, elle n'est pas valorisée ensuite, et beaucoup de salariés ne comprennent plus ce qui est fait, et c'est d'autant plus douloureux. Et ce sentiment d'invisibilité, il s'exprime, j'imagine, quand vous les rencontrez. Je remets juste le micro. Oui. Ah d'accord, tu ne prends pas la parole. D'accord, très bien. Alors, le point suivant, c'est que justement, néanmoins, dans nos travaux, nous avons besoin de parler des salariés. Et pendant 2 jours, là, nous avons échangé les uns et les autres sur des tas de thématiques autour des compétences, du sens du travail, etc. Et donc, nous exprimons des choses sur les salariés, mais des salariés indéterminés, au fond. On ne sait pas trop qui c'est, ces salariés. Et visiblement, ce qui ressort de nos premiers échanges, et je vais me tourner un petit peu justement sur le ressenti de Franca et Marie-Ève, est-ce que nous ne sommes pas en train d'énoncer des idées, de faire ce qu'on appelle de l'énonciation ventriloque, c'est-à-dire nous parlons en lieu et place des salariés? Est-ce que notre parole de chercheur ne se substitue pas à cette parole légitime qui serait la parole des salariés? Donc, est-ce que, Franca et Marie-Ève, est-ce que vous vous sentez entendus, en tout cas, et est-ce que vous avez l'impression qu'on parle parfois à votre place, notamment les managers?
Pour ma part, oui. Oui. Alors, ben c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe aussi, juste pour revenir sur l'entretien, juste avant, c'est vrai qu'il y a des entretiens professionnels, mais là, est-ce que le salarié est prêt aussi à exprimer clairement aussi ce qu'il souhaite réellement? C'est vrai que tout le monde n'a pas la capacité de pouvoir exprimer clairement voilà, ses intentions, s'il y a par exemple des intentions de carrière. Enfin voilà, déjà d'une part ceci, et finalement on voit bien que on est conduit, en fait on est, vous avez utilisé le mot driver finalement dans ces entretiens professionnels, et on va, enfin, les personnes qui ne sont pas habituées à prendre la parole et qui sont voilà, impressionnées par le manager ou impressionnées par le N+2 par exemple, finalement va très souvent, je pense, dire les choses ou acquiescer en fait. Et c'est vrai que finalement on vient à dire que oui, on a plus ce sentiment que les managers parlent pour nous au final. Enfin voilà. C'est juste ça. Alors je rejoins Franca par rapport aux entretiens annuels. C'est vrai que c'est à ce moment-là où on est censé pouvoir s'exprimer un peu plus sur voilà, comment on se sent au travail, etc. Mais en fait, c'est une liste de questions, de cases à cocher. Et finalement, la place pour le sensible, finalement, de la salariée que j'étais, c'était juste sur une page... sur ce qu'on voudrait dire en plus. Il y a une page, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire en plus, quoi. On a quelques lignes vides qu'on doit remplir à la main et ça s'arrêtait là. Mais il y a aussi autre chose, la parole, je la prenais également dans les premières années lors des réunions, voilà, des réunions de service, etc., où là on avait un espace de parole. Et puis en fait vers la fin de ma carrière de technicienne, il y a eu une refonte du système de management. Et on est passé à un système WCM avec la mise en place de KPI, etc. Et là, les réunions sont devenues beaucoup plus fréquentes. Donc on pourrait penser que du coup, on avait davantage de temps de parole, puisque là, on avait des réunions quotidiennes. Donc tous les matins, on faisait un point sur ce qui avait été fait la veille, on faisait un point sur ce qu'il fallait faire la journée. Et en fait, plus on multipliait les réunions, et paradoxalement, moins on avait la parole, en fait. Moins j'avais la parole. C'est-à-dire sur des choses qui étaient annexes à tout ce qui était recherche de productivité, recherche de... donc sur l'organisation ou sur mon ressenti de femmes dans un milieu d'hommes, parce que c'était un milieu minier. Voilà, donc plus il y avait de réunions, et moins, finalement, je me sentais écoutée. Voilà. Merci. Alors, le point suivant, c'est la question de la distance à cet objet de recherche que seraient les salariés, en résumé un peu brutal. Est-ce qu'on peut rendre compte d'un écosystème sans y pénétrer? Alors, pour travailler depuis 2 ans en collaboration assez étroite avec des gens des sciences de la mer, je me rends compte que les gens des sciences expérimentales, qui sont un peu nos modèles de rigueur scientifique, eux ne se gênent en aucun cas pour manipuler les milieux qu'ils étudient. Donc ils font dans les labos de recherche, là, juste à côté de l'amphi, vous étiez hier pour la première plénière, il y a des gens qui travaillent sur les sargasses, donc ils manipulent ça dans tous les sens, ils changent des lieux, ils dissèquent, ils observent. Il y a aussi tout ce qui est exploration, donc ils vont plonger, comme certains en Polynésie bientôt, donc ils vont finalement modifier le milieu, ils s'insérer dans le milieu. Et puis nous, en sciences humaines, on se dit non, en sciences humaines, attention, l'humain, nos propres émotions, elles sont là, il faut faire très attention. Et moi, je me souviens, avec Christophe Dejour en DEA, il fallait dire pourquoi on choisissait un sujet de recherche, qu'est-ce que ça pouvait avoir comme relation avec nous-mêmes, notre histoire personnelle, etc. Donc cette distance du chercheur, aujourd'hui, moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une espèce de rupture avec la tradition, parce que dans les années 70, il y avait quand même plutôt une tradition de s'immerger.
complètement dans... enfin, c'est la grande période des établis, là, dans les usines, hein, des gens qui étaient formés aux sciences humaines, et qu'aujourd'hui, on est dans un grand mouvement plutôt de mise à distance, de mathématisation aussi de ce qu'on fait. Maintenant, les thèses, s'il n'y a pas du quanti, oh là là, ça serait impossible. Et donc, non, d'accord, je retire ce que je viens de dire. Donc, c'est quand même cette question de pourquoi, depuis 20 ans, finalement, les chercheurs en GRH et en sciences humaines ne s'immergent plus et ne font pas ce que les biologistes s'autorisent toujours. Et puis, ce qui va avec, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas dans le contexte, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de produire des discours qui sont complètement hors sol? Alors, je ne situe personne, évidemment, mais il n'y a pas de... Ici, c'est un discours général, hein, mais on se rend compte que dans nos présentations, parfois, on se demande de quoi on parle exactement, parce qu'on utilise, c'est un peu comme un référentiel bondissant pour dire ballon. Enfin, on commence à ne pas appeler un chat un chat. Et est-ce que là, c'est pas dangereux pour nous de se lancer dans cette... façon de faire, en fait. Donc j'ai envie que Soise et puis Anne réagissent. Alors donc justement, ce que je te disais tout à l'heure quand on coordonnait, c'est le mouvement inverse en sociologie, et c'est que justement la sociologie a eu cette tradition quantitative parce qu'il fallait se donner des allures scientifiques, et qu'aujourd'hui, justement, grâce à l'école de Chicago, grâce aux méthodes inductives, il y a cette prise de conscience d'être en immersion dans nos terrains. Donc, du coup, je parle un petit peu de l'observation participante. Après, d'accord. Donc, et justement, dans cette technique, le chercheur est donc dans son terrain, en immersion, et évidemment va modifier le rapport qu'il a aux personnes auprès desquelles il enquête. Et il y a en permanence un rapport objectivation, subjectivation qu'il faut tenir, quoi, qu'il faut avoir en veille dans sa tête. Alors moi, comme je suis pas très quanti, mais beaucoup plus quali, je dis pas quand même que les quali n'a pas sa place en GRH, hein, parce que je trouve qu'au contraire, ça a plutôt une belle place. Après, je trouve que par rapport à la distance du chercheur, de l'objet, d'être dedans, tenir compte du contexte ou pas, je pense que ça dépend vraiment aussi de la question de recherche à la base et de la problématique que l'on a, et quelle est en fait la meilleure méthodologie, la plus adaptée, enfin celle qui est la plus adaptée à la problématique que l'on a. Je pense pas qu'il y ait la meilleure façon de faire. Il y a des biais dans les deux approches. Le fait d'être sur le terrain, dans le contexte, effectivement, il y a le fait que le chercheur soit sur place, il va lui-même biaiser ce qui se passe, donc du coup, il y a aussi un biais. Alors nous, par exemple, sur cette étude où c'était vraiment les salariés, ceux qu'on n'interroge pas souvent, qui sont compliqués à interroger, parce qu'il faut revoir son guide d'entretien, hein, parce que faut avoir un langage fluide, facile. Nous, on voulait vraiment que leur parole soit libre pour eux. C'était ça qui était vraiment important, c'était un de nos critères premiers, et c'est pour ça que on voulait qu'ils nous parlent de ce que serait pour eux l'idéal du vivre ensemble ou du travailler ensemble, parce que je ne rentre pas dans les résultats, dans le détail de l'étude. Ceux qui sont intéressés, il y a plein de documents dehors où vous avez les études, les fiches de synthèse, tout ça. Mais nous, notre idée, c'était qu'ils nous disent le vivre ensemble dans l'idéal, ce serait quoi? Alors forcément, ils nous ont parlé un peu de leur entreprise, mais c'était pas ça. On voulait pas savoir chez vous, ça se passe comment? Parce que là encore, on sait très bien qu'il y a des biais très forts. Le salarié va vouloir dire... il va penser dire ce qu'il pense que l'autre doit dire. Enfin, il y a vraiment des attentes à une norme aussi dans le discours du salarié ou du manager d'ailleurs, quel qu'il soit, enfin, qualifié ou pas qualifié ou autre, mais peu importe. Et du coup, là, on voulait vraiment que ce soit le plus libre possible, et on a cherché à construire une méthode. Mais pas que nous, en tant que chercheurs, on n'est pas enfermés dans notre bulle, on était aussi avec nos entreprises partenaires. Et ça, j'insiste, c'est important. Ces biais on a essayé de les minimiser
par rapport à notre objectif premier, qui était une parole la plus libre possible, de la plus grande partie des salariés possible, peu qualifiés, on a vraiment réfléchi ensemble avec les entreprises aux biais qu'il fallait éviter. Donc après, évidemment, il n'y a pas de méthode parfaite. Et là, on n'est pas du tout dans une approche ethnographique, en fait, non, hein, mais parce que ça collait aussi à l'objet qu'on avait. Oui, merci beaucoup. Alors nous, notre propos ici, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut enrichir nos pratiques de recherche. On voit bien que les nôtres, elles ont un certain nombre de biais, mais il faut aborder les choses de manière, je dirais, tout à fait constructive. Et j'ai demandé à Soaz et puis à Anne de nous faire part justement de leur manière de travailler, ce qu'elles font, parce que ça peut aussi peut-être inspirer une modification de vos propres méthodes. J'insiste vraiment là-dessus, c'est par rapport à ce qu'a dit Paul Tréguer. On a besoin de changer notre logiciel vraiment en profondeur. Hein, c'est pas, il faut que là on soit très très disruptif. Et donc j'ai souhaité en tout cas voir le témoignage, hein, puis ensuite on vous laissera la parole bien sûr, hein, le témoignage de Soaz et de Anne, hein, sur des méthodes un peu alternatives. Alors, donc, l'observation participante, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première étape du processus de théorisation ancrée. Donc, c'est quand même quelque chose qui remonte aussi aux années 70, hein, puisque The Grounded Theory, c'est le livre de Barner et je ne me rappelle plus du nom du deuxième, que tout le monde connaît, qui a été édité en 67, donc c'est pas hier. Et donc, comme je disais tout à l'heure, la difficulté est d'être dans ce rapport objectivation-subjectivation. Et donc la solution, comme disait l'un des auteurs, Emerson, la solution est davantage du côté de la prise de conscience des effets de l'enquête que de la tentative de minimiser cette difficulté donc du rapport. On sait que la présence du chercheur va altérer la situation, donc il faut faire avec. Et alors j'essaye de pas, je connais pas mon papier par cœur. J'essaye de synthétiser un petit peu. Donc ça met en avant aussi l'interaction sensible entre le chercheur et les personnes qu'on enquête. Et donc ça, c'est un terme dans la recherche en sociologie qui est à peine accepté, parce que dès lors qu'on parle de sensibles, des données sensibles, de terrains sensibles, c'est supposer qu'il y a des difficultés donc inhérentes. Alors, j'avais envie de prendre un exemple concret. Pourquoi je suis venue à travailler là-dessus. J'étais, donc comme je disais tout à l'heure, je travaille sur les friches culturelles, les tiers-lieux, ce genre de choses. Et dans mon premier terrain, c'était à Caen, dans une fabrique culturelle. Vous savez, ce genre de lieu, c'est souvent dans des quartiers prioritaires, enfin en périphérie, des quartiers où il y a des déficits d'infrastructures. Et donc j'y étais depuis plusieurs jours. Alors, l'observation participante n'attire pas beaucoup les étudiants. J'enseignais en STAPS ces 2 dernières années. J'ai essayé d'initier les étudiants à ça, mais ils n'aiment pas ça parce que c'est très long. Il faut revenir plusieurs jours, à des moments différents, se mettre dans des angles différents. Donc, bon, les jeunes n'ont pas trop apprécié. Enfin, ils ont apprécié certaines choses, mais pas tout. Et donc voilà, moi j'étais dans cet exercice-là et j'avais remarqué que donc une personne traversait le site, c'était un ancien collège, traversait le site tous les jours à la même heure. Donc ça, il n'y a que l'observation qui permet de déceler ce genre de choses. Il descendait le site du nord au sud et 20 minutes après, il le remontait et là, il était accompagné d'une petite fille. Donc ça m'a intriguée. C'était la seule personne qui était extérieure au collectif. Voilà. Moi, j'étais arrivée dans ce collectif pour étudier la gouvernance du collectif. Et puis, tout d'un coup, il y avait un élément extérieur qui
qui m'interpellait. Et donc cette petite fille avait l'air d'être à l'aise, tout le monde connaissait son prénom, donc j'ai demandé qui était ce monsieur et cette petite fille. Et donc on m'a dit, mais c'est un habitant qui habite juste à côté, en me montrant donc les immeubles qui jouxtaient cet ancien collège. Et donc en fait, la présence de 7 habitants, un habitant unique, a déclenché chez moi, je dis, oui, ils sont où les habitants en fait ? Moi, j'étais venue pour étudier un collectif et le fait de prendre du temps, de m'installer. Donc, évidemment, ce sont des terrains qui durent très longtemps. Hein. Ce terrain-là, il a duré 3 mois. Le suivant, il a duré 3 mois aussi. Et le troisième, donc ça, ce sont des terrains que j'ai fait pendant ma thèse. Hein. Et le dernier terrain que j'ai fait, c'était à Casablanca, au Maroc, et il a duré 9 mois. J'étais partie pour 3 mois, je suis restée 9, parce que les données n'arrivaient pas. Et donc, voilà, alors, qu'est-ce que m'a révélé donc la présence de cet habitant, enfin le passage de cet habitant m'a révélé l'absence des autres habitants. Et pourtant, qui étaient les premiers concernés par cette friche culturelle, par ce collectif d'artistes qui étaient venus s'installer dans ce quartier? C'était bien les habitants voisins, qui en fait ne partageaient absolument pas ce qui se passait à l'intérieur de ce collectif. Et pourtant, par exemple, il y avait une production de graffitis, donc les graffitis étaient faits sur les murs extérieurs du collège. Les premiers qui les voyaient, c'était bien les habitants voisins. Il eût été intéressant de leur demander leur avis, de les inviter à participer aux événements qui se passaient à l'intérieur du collège. Et donc, si je peux faire un parallèle avec la vie de l'entreprise, hein, où nos voisines témoins ont bien dit qu'elles ne se sentaient pas entendues ou que leurs paroles s'estompaient dans le temps. Eh bien, qui sont les premiers concernés par la vie de l'entreprise, si ce n'est les salariés par lesquels, on l'a dit tout à l'heure, hein, pendant le confinement, c'est bien eux qui ont continué à faire tourner la machine. S'ils ne sont pas là, il ne se passe rien. Je veux dire, qui le RH va gérer si les salariés qui assurent la production de base ne sont pas là? Donc, ils sont les premiers concernés, en fait, par la vie de l'entreprise et ils devraient être intéressés à la gouvernance de l'entreprise. Merci beaucoup. Donc, la méthode de la chaire Vivre ensemble. Alors, globalement, la méthode, c'est... En 5 minutes, si possible. Peut-être même moins. Oh, super. Là, c'est pas forcément que sur la collecte des données qu'on est peut-être plus novateur, parce que faire des entretiens, c'est pas très novateur. Par contre, interroger les salariés, effectivement, c'est plus rare. Et l'idée est certainement venue de cette façon un peu globale de concevoir la recherche au sein de la chaire, qui s'est fait un peu sans trop de réflexion, ça fait très spontanément, très naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment, j'appelle ça une méthode de co-conception de la recherche, parce que on était vraiment sur vivre ensemble, point. On avait ça comme ligne de conduite, c'est tout au lancement. On a des entreprises, donc juste pour les nommer quand même, notre entreprise c'est Ouest France, Olga, la Massif, Crédit Agricole, et puis le Gendre et dans le BTP, donc, et puis une collectivité territoriale qui est Rennes Métropole. Je crois que j'ai oublié personne. Hein. Et en fait, on s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce que le vivre ensemble. Donc, on travaille ensemble sur nos thématiques de recherche. C'était la première. Il y a la co-conception sur les choix des thématiques, la co-conception sur les biais méthodologiques, j'en parlais. Comment on procède? Nous, on donne des idées parce que c'est un peu notre expertise de chercheur. On est des juristes et des gestionnaires, je rappelle, donc on croise aussi nos méthodes. On travaille pas forcément toujours de la même manière et on demande l'avis aux entreprises. On essaie de travailler avec eux sur les biais. Et ensuite, on est sur un partage des résultats. Alors, quand je dis partage, ça veut dire qu'on publie nos études, hein, comme vous pouvez voir, mais on fait à chaque fois qu'on fait quelque chose, parce qu'il n'y a pas que cette étude-là qu'on a faite au sein de la chaire, on fait aussi des fiches de synthèse très courtes qu'on transmet aux entreprises et qu'elles diffusent, et elles sont très preneuses de ces fiches de synthèse. Et on est même allé au-delà sur cette étude sur les salariés, sur une idée d'une entreprise de la chaire qui nous a dit il faut aller plus loin, parce que votre étude, c'est très bien, mais nous, on veut un outil. Donc, c'est l'outil, je vois certains, ils l'ont entre les mains, ce petit nuancier. Donc, en fait, c'est nos 50 entretiens, ils résument ça à la fin, c'est résumé comme ça. Et les entreprises nous ont dit, nous, on veut des outils pour nos managers. Pour que les managers, en fait, quand ils réfléchissent, dans mon équipe, c'est vrai qu'il faut que je pense à ça, faut que je pense à ça, faut que je pense à ça.
Et donc, moi, j'avais jamais fait ça. Je pensais pas en tant que chercheur faire ce genre de choses, quoi, quand même, parce que c'est assez basique, mais l'idée est intéressante. Et en fait, nous, on voit que c'est ça qui séduit. Notre étude, personne la regarde trop, en fait, sauf peut-être les chercheurs aujourd'hui, je sais pas. Mais en fait, nous, tout le monde, c'est le nuancier. On a fait il y a 2 jours une petite présentation devant des entreprises, et à la fin, on avait 30 personnes, ils voulaient tous le nuancier, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'utilité de nos travaux, et nous, on sait quand même que nos travaux, on les a menés scientifiquement parlant, on les a bien construits. Donc je pense que la méthode de la chaire, pour résumer, quand je dis co-conception croisée, c'est qu'en fait, on conçoit les différentes étapes de la recherche, depuis la définition des problématiques, la méthodologie, les résultats, le partage des résultats, la diffusion des résultats, et puis au vu de ces résultats, c'est à chaque fois qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et maintenant, par exemple, nous, on va aller interroger les managers sur la même question. Et on n'est pas du tout sûr qu'on aura un effet miroir par rapport à ce que nous ont dit les salariés, qui eux voient le vivre ensemble de telle ou telle manière, et finalement les managers, c'est peut-être autre chose. Dans un mois, on va aussi rencontrer les DRH, grâce à l'association de la NDRH, pour leur parler de ça, et se dire, eux, ils voient, en fait, comment eux, ils peuvent s'approprier ces résultats, c'est-à-dire ce qu'ont dit les salariés, comment les DRH ont l'impression de pouvoir agir. Et en fait, toutes ces suites et ces axes de réflexion, c'est vraiment en collaboration avec nos entreprises partenaires. C'est pas nous, notre idée de chercheur. Quoi qu'on peut suggérer des fois, parce qu'on a aussi des idées, mais elles sont vraiment construites collectivement. Je pense que c'est ça qui fait un peu le côté innovant, et aussi le côté très diffusion des résultats, utilité sociale de nos résultats. Voilà. J'ai fait court ? Mais c'est super. Tu es formidable, Anne. Merci. Voilà. Tu es formidable aussi. C'est beau, hein ? C'est beau. C'est beau. Alors, je crois que la conclusion, on est arrivé un peu au bout de ce qu'on voulait vous dire. On va vous laisser la parole. Je pense que à chaque fois, ce qu'ont dit nos témoins, ce qu'ont dit Anne et Soise, c'est aussi la question des mots, et Paul Tréguer nous en a parlé hier aussi. C'est de laisser d'abord s'exprimer, et de laisser la porte ouverte aux émotions, à la sensibilité, puisque c'est aussi la base du changement. Moi, il y a une théorie que j'aime beaucoup, c'est la théorie U de Otto Scharmer du MIT, et qui dit justement que là, il faut, pour pouvoir nous transformer, mais pas simplement individuellement, aussi collectivement, il faut aussi qu'on s'écoute, et qu'on écoute les émotions des autres, pour qu'on puisse construire un nouveau monde désirable pour demain, et qui soit aussi durable, bien sûr. Et cette question du récit, du langage, de la parole, me semble très très important, à côté des faits et des actions. Et bon, ça, je vous renvoie à tous les travaux sur la linguistique. Voilà. Alors peut-être que vous avez des réactions, on l'espère en tout cas. Est-ce que... Oui, Ayoub, je veux bien que tu gères le micro. Je n'ai pas forcément besoin de micro. Je pense que je ne vais pas être le seul à m'inscrire en faux avec un certain nombre de choses que j'ai entendues. D'abord, en tant qu'ancien DRH d'une douzaine de PME industrielles, la première chose que je faisais, et je ne pense pas être une exception en la matière, c'était faire le tour des ateliers et pouvoir échanger avec les salariés que je connaissais tous par leur prénom. Ensuite, en tant que chercheur, je pense qu'on a un certain nombre ici à interviewer aussi des salariés. Si je prends l'exemple de la dernière recherche que j'ai finalisée, c'était sur transformation numérique et RSE dans une PME familiale artisanale. Avec une consoeur d'école des mines de Saint-Étienne, on a interviewé 21 personnes. Donc, les dirigeants, mais aussi des encadrants d'eux, parce que dans cette entreprise, il n'y a quasiment que des encadrants d'eux, des vendeuses et des ouvrières de production. Et donc, on a interrogé aussi des personnes de faible qualification. Alors, évidemment, ça présente effectivement des biais. Parce que 17 personnes sur 21 ne savaient même pas ce que voulait dire, et c'est pas du tout péjoratif dans mon esprit, ne savaient même pas ce que voulait dire RSE. Donc, évidemment, méthodologiquement, on biaise un peu parce qu'on est obligé de dire, enfin, moi, ce que j'ai l'habitude de dire de manière simpliste, mais peut-être aussi adaptée à l'interlocuteur lectrice, c'est la RSE, c'est l'application concrète des principes de développement durable. Et les personnes à qui je disais ça, quand on pense développement durable, on pense environnement. Sauf que nous, ce qui nous intéressait, c'est la dimension sociale. Donc forcément, ça s'adressait à des salariés, et en l'occurrence, ce n'était pas que les salariés, les encadrants, donc non plus, ils ne savaient pas ce que voulait
Ça présente dédié. En tout cas, ce qui me fait surtout réagir, c'est de dire que ça ne s'intéresse pas à tout le monde. Alors, évidemment, Ici, voilà. on va avoir cette règle-là. Alors, notre volonté, c'est bien sûr pas du tout d'être stigmatisant, et certains d'entre vous pratiquent évidemment l'écoute peut-être des salariés qui sont au premier niveau de qualification. Mais la deuxième chose, c'est plutôt un discours un peu global. C'est aussi par rapport à ce qu'ont dit Franca et Marie-Ève, mais aussi au témoignage de Soise sur sa pratique de recherche, de dire que, et Jean-Michel Plane me le disait tout à l'heure aussi, c'est-à-dire le discours des salariés, il est construit, il est dit à un endroit, à un moment donné, d'un certain point de vue, et évidemment c'était un peu le propos aussi, de dire ben, c'est quoi la vérité de ce discours, hein. Et ce discours, quand on le contextualise pas, et le fait, enfin j'ai trouvé dans les échanges avec Soise, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est de dire, je pose pas la question une fois dans mon approche ethnographique, c'est une fois le matin, une fois dans un autre endroit, une fois dans d'autres circonstances, et je n'ai pas forcément la même réponse. C'est ça, c'est-à-dire que nous, on a fait peut-être un raccourci un peu, parce qu'on ne peut pas non plus faire souvent autrement, c'est de penser que c'est la vérité, que la parole est la vérité. Mais je pense que les psychologues nous diraient que pas du tout. En fait, on ne peut pas dire que parce qu'on dit quelque chose, c'est le reflet de notre pensée, ni même de nos actions. Mais c'est vrai quelque chose d'interviewé. C'est aussi vrai pour les dirigeants. On sait aussi que ce que nous disent les dirigeants, c'est forcément biaisé parce qu'ils veulent donner une bonne image de leur entreprise. Quand on fait un poste RH, bah oui, le poste RH, elle fonctionne bien. Ce qui est souvent contradictoire avec ce que vivent les salariés, et qui ont eux-mêmes une autre perception de la Bien. Je voudrais vous remercier d'avoir organisé cette table ronde. Je pense qu'il est intéressant aussi de ne pas avoir toujours des dirigeants associés à des chercheurs, mais de temps en temps des salariés un peu plus près du terrain. Donc merci d'avoir fait ça. Je pense qu'il faut aussi et merci d'avoir provoqué la salle, parce que finalement il y en a marre de gens qui viennent simplement nous conforter dans ce qu'on fait. Donc merci aussi pour ça. Et je pense que dans les tirs que vous avez nourris, il y a une chose à pas oublier, c'est-à-dire c'est pas seulement qui on interroge, et est-ce qu'on interroge des salariés à la base. Enfin, moi, je suis trouvé comme d'autres, mais je ne vais pas parler de mes œuvres à interroger des salariés au plus près du terrain. Le problème, c'est pour qui on écrit. Et le problème de la GRH, il me semble, c'est que d'être un peu trop orienté vers des lectures destinées au pire uniquement à des chercheurs, au mieux aussi à des managers, mais rarement aux salariés, j'allais dire, de toute catégorie. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup si on voulait véritablement justifier que notre discipline soit au rang des autres sciences humaines et sociales, d'avoir une discipline qui s'adresse à tous, et pas uniquement à quelques-uns qui nous ressemblent ou qui sont dans les organisations à des postes de direction. Voilà, donc merci. Juste poser une petite question. Moi, j'aimerais demander à Marie-Ève et à Franca, je regarde le prénom, qu'est-ce qu'elle pense de cette discussion depuis une demi-heure là, entre académiques. Moi, j'ai envie de vous entendre, vous. Je peux répondre du coup ? Ok. Mais je trouve ça très intéressant en fait, parce que en fait, je vais parler du coup en ma qualité d'ancienne technicienne, mais aussi qui ensuite a pris une casquette d'apprenti anthropologue et retourné sur le lieu de travail avec cette casquette-là. Et j'ai été accompagnée par ma tutrice de stage qui est elle-même docteur. Et en fait, c'était incroyable la différence de perception qu'on avait du terrain, du fait de mon expérience de 8 ans dans l'industrie minière. Et elles ont peu d'expérience dans cette industrie-là. Je voyais des choses qu'elles ne voyaient pas du tout et qui me paraissaient mais tellement évidentes. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai dû appliquer la méthode de distanciation pour pouvoir justement me sentir un peu moins impliquée au milieu de mes anciens collègues, quoi. Et je voyais vraiment des choses qu'elles ne voyaient pas. C'est-à-dire que moi, je voyais des paradoxes qu'elles ne soupçonnaient pas.
Et pour moi, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'expérience en laboratoire. L'expérience en laboratoire, pour que ce soit validé et validable par les pairs scientifiques, il faut donc un environnement qui soit totalement maîtrisé, quelque chose de très stable, et on change quelques paramètres et on reproduit plusieurs fois l'expérience. Et pour moi, je fais l'analogie avec la méthode ethnographique, où en fait, il faut une immersion longue sur le terrain, et pas seulement des interviews. Une immersion longue sur le terrain, une observation participante ou une participation observante, comme on aime dire aussi en sociologie, qui est comparable à cette stabilisation de l'environnement scientifique en laboratoire. Il faut vraiment que tout l'environnement des salariés nous soit commun, jusqu'aux objets techniques qui sont en fait des objets socio-techniques. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut voir émerger en fait des paradoxes et appliquer la méthode de Katz, qui est de remonter du comment au pourquoi au fil du temps. Voilà, peut-être Franca. Moi, de ce que je pense, en tout cas, de tout ça, c'est que je trouve rassurant ce temps d'échange, surtout sur cette réinterrogation des pratiques. Je ne m'attendais pas à ça. Maintenant, c'est vrai que pour moi, ce qui était pour moi très opaque, bon, voilà, en tout cas, est un petit peu plus clair. Et de ce que vous faites, en tout cas, voilà, de ce que la GRH fait, dans le sens où, voilà, s'il y a réellement des interrogations à remettre l'humain au centre, c'est pour moi rassurant. Et je suis enchantée d'avoir participé, en tout cas. Merci, Franca. Je crois qu'Isabelle avait une question. Merci de ces échanges. Moi, j'ai envie de dire, je pense qu'on est nombreux à penser qu'il faut qu'on soit modeste. Le mot vérité scientifique, moi, je ne sais pas ce que c'est, la vérité scientifique, et je ne la cherche même pas. Voilà, et en fait, on ne cherche pas une vérité scientifique. Voilà, on cherche quelque chose, de comprendre à minima des invariants, de comportement, mais pour en faire quelque chose. Tout change tout le temps, tout est contextualisé. Voilà, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a entendu pour en faire quelque chose qu'on pense en effet mieux. Et alors, la deuxième chose, on est nombreux dans la salle, c'est le cas de Marc-André qui s'est exprimé, à avoir quand même fait notre thèse et toutes nos recherches en recherche-intervention. Il y a quand même beaucoup de réponses dans toute la théorie des socio-économiques, ça va lézarder sur cette intersubjectivité contradictoire, c'est-à-dire qu'on est on est tout le temps en interaction, on est tout le temps en dynamique, la perturbation du milieu, ben oui, mais qu'est-ce que ça fait? Voilà, ben on a compris qu'on perturbait, et qu'est-ce qu'on en fait? La différence entre un effet miroir et un avis d'expert. Voilà, toutes ces questions, elles existent depuis longtemps, et on a quand même des éléments de réponse, me semble-t-il, on est nombreux, en donnant la parole à tout le monde, parce que les dispositifs socio-économiques, c'est ce qu'on appelle le vertical et l'horizontal. Et le vertical, c'est vraiment aller interroger tout le monde, dans tous les ateliers. Moi, pour avancer, quand même, il y a une chose. Hier, on a travaillé sur le comité sciences responsables. Et là, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet parce que pour aller maintenant dans les entreprises, les organisations, de plus en plus, et pour pouvoir publier dans beaucoup de revues, il faut l'accord du comité de déontologie. Et le comité de déontologie, c'est vraiment qui vous allez voir, est-ce que vous n'allez pas mettre les gens mal à l'aise dans les entretiens, arrêtez les entretiens et les observations si vous pensez que vous perturbez, est-ce que vous n'avez pas le droit d'aller dans des entreprises sans dire que vous êtes chercheur, etc. Enfin, c'est une discussion qu'on a eue. Et là, il y a un vrai sujet sur ce qu'on va appeler la recherche-action et la recherche-intervention. Et la deuxième chose, et je termine là-dessus, c'est l'observation. Ce que vous décriviez, l'importance de l'observation qui va être complètement contradictoire avec, par exemple, le discours. Et de plus en plus de pratiques se font en visio. Moi, mes derniers entretiens, pour plein de raisons, l'entreprise me les a imposés en visio. Donc, c'est pas du tout la même chose. Voilà, donc il y a quand même aussi là des dynamiques qui se créent, et je pense qu'il faut qu'on soit hyper vigilant si on veut être au plus près de l'écoute et de cette interaction qu'on souhaite tous construire. Merci beaucoup, Jean-Yves Wautman.
Je voulais poser une question et je serais intéressé d'avoir la réponse des deux champs disciplinaires. C'est est-ce que quelque part on ne forme pas aussi nos étudiants à ne pas écouter les salariés? Est-ce que la logique même du management, c'est pas de convaincre des gens qui peuvent prendre une décision unilatéralement, qui de facto privent de leur droit d'agir un ensemble d'acteurs concernés par cette décision? C'est la logique même d'un système pyramidal et c'est à ça qu'on forme nos étudiants, au moins implicitement. Et ma question, c'est de fait, est-ce que, pour le coup, il y a une différence entre pourquoi on forme des étudiants en sociologie? Pourquoi un enseignant-chercheur en sociologie forme des étudiants? Et est-ce que sur cette question, ce positionnement pédagogique entraîne une certaine manière de faire de la recherche et répond donc aux questions? Et alors que pourquoi on forme à la gestion? Quel est l'objectif d'avoir formé quelqu'un à la gestion, à devenir un manager, un gestionnaire des ressources humaines? Et est-ce que cet objectif ne conditionne pas aussi la manière dont on traite la parole des salariés? Je ne sais pas si j'étais très clair. Alors je ne sais pas, je ne peux pas parler au nom de tous les enseignants en gestion. J'espère, moi je m'occupe d'un master en gestion des ressources humaines. Et c'est vrai que l'approche RSE, ça fait très longtemps qu'elle est intégrée dans le master. Donc la RSE, à la base, c'est quand même tenir compte des attentes des parties prenantes, y compris les salariés, mais pas que d'ailleurs. Donc j'espère que dans la manière dont j'enseigne, c'est ce que je fais. Alors je pense un peu le faire quand même avec les étudiants. Je ne sais pas si j'ai une approche pédagogique très top-down. Ils font beaucoup d'études eux-mêmes. Alors depuis en plus que je suis sur la chaire, ils font des études dans le cadre de la chaire aussi. Donc je les incite aussi à aller rencontrer, pas que des salariés, ça dépend des sujets, en fait, des thématiques sur lesquelles on travaille dans le cadre de la formation. Mais je pense que c'est vraiment intégrer ces éléments-là. Et puis après, à l'université, on a aussi tendance quand même à construire nos enseignements en se basant sur nos travaux de recherche. Et dans nos travaux de recherche, ou dans mes travaux de recherche, la parole, pas que des salariés d'ailleurs, effectivement, d'autres acteurs aussi, est souvent présente. Donc j'espère que voilà, ces éléments-là sont intégrés. Alors si c'est pas le cas, évidemment, ce serait très très dommage que de leur dire voilà, je vous donne des recettes toutes faites, mais je crois que j'essaie vraiment d'éviter les recettes toutes faites. Je pense que parfois ils sont même déçus de pas avoir les bonnes recettes en disant que ça n'existe pas et que voilà, écouter, effectivement agir en contexte quand ils vont être ensuite décideurs, il n'y a pas d'autre solution. Donc on peut pas inventer tous les contextes a priori, quoi. Donc voilà, j'espère répondre à votre question et réussir dans ce défi-là. Alors, moi, je ne sais pas répondre à cette question, pourquoi on forme des étudiants à la sociologie. Les réponses seraient tellement vastes. Par contre, je peux dire que, donc, au niveau, moi, j'appartiens au LABERS, donc le laboratoire de sociologie de l'UBO, et que les groupes de collègues, on a différents axes. Moi, j'appartiens à l'axe culture et territorialité. Et donc, à l'intérieur de cet axe, avec mes jeunes collègues, on a fait un séminaire sur justement le rapport de l'enquêteur et de l'enquêté. Alors, l'année dernière, on était sur le recueil de la parole. Et cette année, on est sur la transmission de la parole. Donc évidemment, tout ce qu'on peut travailler entre collègues dans les séminaires, c'est aussi pour nourrir notre enseignement. Et donc, on a à cœur de pouvoir transmettre aux étudiants cette éthique du chercheur. Justement, on n'arrive pas n'importe où, n'importe comment. Et l'observation participante, justement, permet ça. C'est d'appartenir au groupe qu'on vient étudier. Alors, c'est un long travail, tu as raison Marie-Ève, ça prend beaucoup de temps de se faire accepter. Et il y a aussi une notion, c'est que en fait, l'observation participante, c'est un lapsus, vous allez comprendre pourquoi. En fait, elle dépend de ceux qui nous accueillent. Ce sont nos hôtes qui vont faire que, oui ou non, ça va être participant. Et moi j'ai été sur des terrains hostiles où on était justement, on déclenchait je déclenchais de l'appréhension. Sociologue, c'est toujours quelqu'un qui vient fouiner. Et du coup, l'observation, elle n'était pas si participante que ça, quoi. Merci.
La dernière question, elle sera pour Christian de Félix. Merci. Je voudrais revenir sur la question que vous nous posez sur la diapositive. Et il me semble que pour enrichir nos pratiques de recherche, il y a une piste que vous nous donnez ce matin, mais qu'on n'a pas assez creusée, c'est la restitution. Est-ce que nous faisons de restitution à nos écosystèmes ou à nos terrains? Comment nous le faisons? Est-ce que nous faisons un dialogue, etc. Du coup, 2 questions. Anne, le nuancier auquel tu as fait allusion, est-ce que c'est juste quelque chose que vous donnez ou est-ce que c'est un support de dialogue, voire d'observation, de production de connaissances avec les terrains? Et puis pour vous, mesdames, si vous voyez débarquer un chercheur dans votre entreprise, attendez-vous une restitution? Et si oui, de quel type? Je peux commencer, puis comme ça vous réfléchissez. Ce nuancier, en fait, effectivement, à la base, on le distribue à ceux qui le souhaitent. Ou voilà, en fait, tout ce qu'on fait au sein de la chaire, nos études, nos synthèses, enfin voilà, nos petites vidéos de sensibilisation sur des thématiques comme la discrimination ou la communication non violente, etc. Tout est sur notre site. L'idée, c'est vraiment de diffuser au maximum et de restituer auprès des entreprises qui sont les premières concernées. Ils voudraient bien aussi toucher un maximum les PME, donc nous, on fait tout gratuit. Donc du coup ils peuvent vraiment se servir. Et il y a différentes manières dont il est utilisé. On n'a pas encore beaucoup de recul. Et là, étonnamment, par exemple, récemment, on nous a contacté, notre chargé de projet a été contacté via notre site par un lycée. Et les rectorats peuvent être intéressés aussi, visiblement, par ce nuancier. Et on est très curieux de savoir comment ils vont l'utiliser, en fait. Est-ce qu'effectivement, c'est une base de dialogue? Alors moi, je sais qu'il y a des entreprises qui nous ont dit, nous, le nuancier, il reste toujours à la photocopie, à la photocopieuse. Et en fait, parfois, quand on y passe, on se dit, ah oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a ça. Je ne sais pas si c'est une base de dialogue encore entre les managers, peut-être que d'autres l'utilisent comme ça, avec leurs salariés. Là, ça fait à peu près 1 an qu'on l'a diffusé. Ce serait intéressant et c'est facile à faire pour nous parce qu'on a des contacts entreprises, voilà, de voir comment il est utilisé au bout de quelques mois et comment les gens l'utilisent. C'est vrai que nous, on ne pensait pas que ça allait fonctionner autant. Et ce qu'on trouve, c'est quand même très, très résumé par rapport à nos 50 entretiens de départ quand même, qu'il a fallu coder, tout ça. Mais finalement, c'est intéressant aussi pour nous de voir que ça fonctionne. Mais ce serait vraiment aussi intéressant de plus creuser, c'est vrai, tu as raison, sur comment c'est utilisé. Et je pense que c'est une manière différente. Et là, ce lycée-là qui nous a interpellés et potentiellement, donc, c'est en lien avec le rectorat, on aimerait bien savoir voilà, pourquoi ils l'utilisent et pourquoi ça les intéresse, auprès de qui. Merci, parce que c'est encore une nouvelle piste. Voilà, on devrait écouter peut-être Franca, la réponse. Donc le retour des chercheurs, vous l'attendez? Oui, alors j'imagine, du coup, un chercheur venant dans l'entreprise, oui. Après, la restitution, je pense qu'elle serait mieux, effectivement, oralement. C'est ce que j'attendrai, en tout cas, pour pouvoir aussi avoir une explication sur la manière dont vous allez formuler les choses et la manière aussi, peut-être, enfin voilà, avoir vraiment un éclairage sur recontextualiser et puis, comment dire, que nous, on puisse être accompagnés pour pouvoir comprendre clairement, si je puis dire ainsi, voilà ce que vous avez étudié, étant donné que nous serons les objets de recherche. Oui. Ouais, moi, je m'attendrais, si je vois un chercheur débarquer, enfin, je me remets dans la peau de technicienne. En fait, je m'attendrais à du changement. Voilà, je m'attendrais à du changement dans mon quotidien au travail, dans les mois qui suivent la recherche. Ouais. Ok, ben merci beaucoup. Ça sera la parole de fin. Merci beaucoup.